Bonjour à tous, vous êtes toujours sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le décryptage de ce mercredi 3 juin qui est consacré au East Asia Democracy Forum, le forum sur la démocratie en Asie de l'Est, un forum créé en 2014 organisé par la Fondation taïwanaise pour la démocratie, dont la dernière édition s'est tenue lundi à Taipei. Chaque année, le forum organise une série de conférences qui réunissent des militants et des universitaires afin d'encourager le dialogue et les échanges d'idées entre des acteurs de différents pays. Le forum avait cette année pour thème « Recentrer la démocratie, contrer la polarisation à travers la construction de consensus », avec comme idée sous-jacente que la polarisation de la société représente un défi pour la gouvernance démocratique dans la région. Meiko Ichihara, qui préside le comité d'organisation du forum, a constaté la montée du populisme en Asie de l'Est et des tentatives d'ingérence étrangère visant à polariser et à déstabiliser les démocraties de la région, avant de déclarer lors de l'inauguration de l'événement que le thème de cette année était plus important que jamais. L'après-midi était divisé en 3 sessions de discussion, en commençant par le thème de la polarisation et de ses conséquences régionales. James Gomez, chercheur singapourien engagé en politique dans son pays au sein du Parti démocratique de Singapour, a identifié plusieurs lignes de fracture liées à l'ethnicité, à la religion, au genre, à la migration, aux inégalités économiques ou encore à la compétition politique des élites. Celui qui a cofondé le Asia Center, un institut de recherche sur la société civile, a notamment évoqué l'exemple de l'opposition de riverains japonais à la construction de mosquées ou encore la vague de réactions, parfois empreintes de racisme, de Taïwanais farouchement opposés à l'ouverture de Taïwan aux travailleurs indiens, ce malgré la pénurie de main-d'œuvre. Plusieurs intervenants ont noté le rôle d'accélérateur ou d'amplification de la polarisation des nouvelles technologies et notamment de l'intelligence artificielle, déplorant le manque de solidité des institutions dans les États asiatiques pour résister à cette polarisation. James Gomez a aussi alerté contre l'utilisation par certains régimes de l'argument de la lutte contre cette polarisation pour renforcer le contrôle et la répression. Le gouvernement singapourien, le régime actuel, utilise des éléments de langage tels que l'harmonie et la tolérance pour rassembler les différents groupes ethniques et religieux. Mais c'est un langage aseptisé, et si quelqu'un est en désaccord avec l'approche du gouvernement pour parvenir à cette harmonie et exprime des choses qui sont au-delà des limites fixées par les autorités, il se positionne contre le gouvernement. Et face à ce gouvernement autoritaire qui décide de l'agenda et des éléments de langage, nous proposons plutôt un modèle démocratique comme cadre de travail qui permette le pluralisme, la transparence et la capacité d'avoir un dialogue non agressif. Les régimes autoritaires, quant à eux, ne permettent qu'une seule forme de dialogue. Il a également expliqué que dans les pays multiculturels comme Singapour, la préservation de l'unité et de l'harmonie pouvait être utilisée pour justifier des restrictions de liberté. C'est un argument classique et c'est pour ça que l'approche autoritaire a un fort pouvoir attractif. Mais nous croyons que cette approche ne fait que supprimer les voies alternatives et que l'on ne permet pas à ces voies de s'exprimer. On est incapable d'identifier les problèmes qui existent et que ces derniers finissent par exploser. Nous suggérons d'ouvrir un peu les vannes et d'avoir un cadre qui permette aux gens de s'exprimer. À Singapour, les gens se demandent pourquoi on ne peut pas parler de race et de religion. Nous avons des problèmes structurels de discrimination et de racisme. Pourquoi ne peut-on pas en parler et pourquoi est-ce légal ? Parmi les autres intervenants, le secrétaire général du Asia Democracy Network, Ichal Supriyadi, expert en élections, qui a mené de nombreuses missions d'observation d'élections en Asie et notamment dans des contextes post-conflit. Du côté taïwanais, le professeur de l'Université nationale Zhengzhi et membre du Centre d'études sur les élections, Tsai Jia-hong, a présenté les résultats d'un sondage qu'il a mené en 2025 pour comprendre le positionnement des Taïwanais sur la question du budget de la défense, sujet de tension permanent entre les 2 principales forces politiques en présence à Taïwan depuis plusieurs mois. Il a notamment trouvé que les réponses sur le soutien à la hausse du budget de la défense étaient assez corrélées à l'identification partisane au niveau du Parti démocrate progressiste, tandis que cette corrélation était plus ambivalente pour les électeurs du TPP et du KMT, de même que pour les indécis. La deuxième session était consacrée à l'influence autoritaire et à la polarisation affective.
terme qui fait référence à un phénomène socio-psychologique où l'opinion politique devient une question d'identité émotionnelle et où les citoyens ne se contentent plus de désaccords sur des idées, mais éprouvent de la méfiance, de l'animosité, voire du dédain envers les partis du camp opposé, qui sont perçus comme une menace existentielle pour la société. Il était aussi question de la manière dont les nouvelles technologies, et en particulier l'IA, ont considérablement remodelé l'environnement informationnel dans lequel les citoyens évoluent, ce qui représente à la fois des défis et des opportunités. En effet, ces technologies peuvent être de puissants outils d'influence dans les mains de régimes autoritaires qui en profitent pour renforcer les divisions, en inondant par exemple les réseaux sociaux et les médias traditionnels de quantités insurmontables de fausses nouvelles et de propagande, ce qui rend encore plus difficile de construire la confiance dans les sociétés démocratiques et intensifie les conflits entre les différents groupes, sociaux, ethniques, religieux ou de genre par exemple. Ray Wang, professeur associé à l'Institut des relations internationales, a partagé ses recherches sur la stratégie de Pékin de front uni visant Taïwan. Il a notamment évoqué la manière dont Mazu, déesse de la mer dans la religion populaire en Chine et à Taïwan, était devenue malgré elle un outil politique et une collaboratrice du gouvernement chinois dans la stratégie de front uni visant à rallier Taïwan à la Chine. Sont également intervenus Heong-Yong Lee, de la Korea Democracy Foundation, qui a évoqué le rôle des technologies de l'information et de la communication sur le mouvement de démocratisation en Corée du Sud, ou encore Rodrigo Lima Favellini, de la Forum 2000 Foundation, une fondation tchèque qui s'est donnée pour mission de prévenir l'escalade des conflits basés sur la religion, la culture ou l'appartenance ethnique. Et la troisième et dernière session de discussion, intitulée « Dépolarisation en pratique », était justement consacrée aux solutions avec un échange de bonnes pratiques d'ONG comme l'Association taïwanaise des droits de l'homme qui a été fondée en 1984 pendant la loi martiale et qui a accompagné la transition vers la démocratisation dans les années 90. Sa secrétaire générale, Yu Jia, a expliqué que l'association, je cite, « se concentrait toujours sur ceux qui sont à la marge du système car ce sont eux qui payent le prix fort de la polarisation » et notamment les pêcheurs étrangers qui travaillent en haute mer ou encore les demandeurs d'asile. Était également représenté le réseau Gus Durian Network Indonesia avec sa directrice nationale Alisa Wahid, fille d'Abdurrahman Wahid ou Gus Dur, président indonésien de 1999 à 2001, qui a contribué à libéraliser la vie politique et intellectuelle du pays après la fin de la dictature de Suharto. Alisa Wahid a fait le triste constat du déclin de la démocratie en Indonésie et a dénoncé l'utilisation par certains partis politiques des réseaux sociaux pour mener des campagnes de désinformation et influencer la politique dans un pays très jeune où la génération Z passe en moyenne 8 heures par jour sur les réseaux sociaux. Elle a également évoqué les manifestations massives d'août 2025 et la force de la société civile, malgré les défis actuels du pays et notamment la militarisation et les limitations de la liberté d'expression. Alisa Wahid a surtout partagé l'expérience du Gerakan Nurani Bangsa, qui signifie Mouvement pour la conscience de la nation, un mouvement voulu comme apolitique regroupant des personnalités respectées de la société indonésienne, des représentants religieux ou encore communautaires, qui prennent la parole notamment auprès du gouvernement pour défendre des valeurs humanistes et préserver la démocratie, notamment sur les thèmes de la justice sociale, des droits de l'homme ou encore de la liberté d'expression. Le mouvement tente de capitaliser sur les caractéristiques de la culture indonésienne avec notamment le respect des anciens pour faire passer des revendications et exprimer les aspirations de la jeunesse pour plus de liberté et de démocratie. Les représentants du mouvement ont ainsi rencontré en 2025 le président indonésien Prabowo Subianto pour exiger la fin de la répression violente et de l'usage excessif de la force contre les manifestants et pour réclamer la protection des droits des manifestants détenus. Est également intervenue Hu Jung-hong, directrice du Global Center et de la May 18 Foundation, qui a évoqué les récits visant à distordre les faits historiques sur le soulèvement de Gwangju, souvent surnommé May 18th en Corée du Sud, et les critiques qui affirment que parler de cet événement sème la discorde et la division au sein de la société. Hong Jung-hong a bien sûr évoqué le récent scandale de Starbucks Corée suite à une campagne publicitaire désastreuse faisant référence au massacre de Gwangju.
Face à ces récits, la militante a expliqué pourquoi il était important de poursuivre les auteurs de désinformation et de diffamation et a appelé à renforcer la formation des enseignants ou encore à organiser des expositions et des programmes publics de sensibilisation à cet événement historique qui reste un traumatisme dans l'histoire contemporaine du pays. James Gomez a aussi évoqué le projet Bridge Builders qui doit commencer le mois prochain avec le soutien de la Fondation taïwanaise pour la démocratie et qui vise à encourager le dialogue entre la Thaïlande et le Cambodge, où un conflit transfrontalier hérité de la colonisation française a connu une escalade majeure à l'été 2025. Un conflit marqué par des affrontements meurtriers et des déplacements massifs de civils, avec une situation qui reste très instable, malgré plusieurs tentatives de cessez-le-feu négociées à l'international. Ce projet vise à identifier le conflit et la polarisation dans la société et à initier le dialogue. Le conflit frontalier entre le Cambodge et la Thaïlande est particulièrement complexe, avec des communautés qui sont d'un côté et de l'autre de la frontière très divisées et polarisées, ce qui rend aussi le dialogue difficile entre les personnalités politiques des deux pays. Notre projet vise aussi à aller à la rencontre des ONG et des journalistes des deux côtés de la frontière, identifier les problèmes et ceux qui sont davantage ouverts au dialogue, pour ensuite les réunir dans un lieu neutre, en l'occurrence la Malaisie, pour dialoguer, chercher des moyens d'avancer ensemble et réduire cette polarisation. Notre approche en cascade consiste à se concentrer sur les ONG et les journalistes qui agiront ensuite comme des ponts et se chargeront de délivrer les messages auprès de leur communauté. Ainsi s'achève le décryptage de ce mercredi 3 juin qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.